Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission L'entreprise d'après, dans laquelle nous évoquons, à travers des entretiens, l'urgence de transformation des entreprises, une transformation évidemment sociale et environnementale profonde, anxiogène parfois pour celles et ceux qui font l'entreprise. Nous collectons ici des solutions avec des experts et expertes. Fabrice Bonifay, tu es directeur développement durable du groupe Bouygues, également président du C3D, le collège des directeurs développement durable, et tu as coécrit avec Céline Puffardi-Juilly un livre, L'entreprise contributive. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept? Qu'est-ce qu'une entreprise contributive? Eh bien, merci d'abord pour votre invitation. L'entreprise contributive, c'est une entreprise qui concilie le monde des affaires avec les limites planétaires. Alors, c'est pas banal, parce que pendant des années, ces deux concepts ont été dissociés. Et puis là, on est en train de se rendre compte que ça serait bien de les faire converger. Donc, concilier le monde des affaires avec les limites planétaires, ça veut dire se resynchroniser au vivant, et ne pas prendre à la planète plus que ce qu'elle est capable de donner, parce que sinon le business va s'arrêter, vu que le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec de l'énergie, des machines bien sûr alimentées par l'énergie, et si on utilise plus de ressources, plus de matières premières que ce que la planète est capable de produire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, un jour il n'y aura plus de matières premières et on ne pourra plus rien produire. Donc cette synchronisation au vivant à l'essentiel, c'est le défi du siècle en cours. Car, comme on dit souvent, on est la première génération à avoir conscience des changements climatiques, puis on est aussi la dernière génération à pouvoir agir efficacement. Donc il reste peu de temps, donc il est urgent de passer de la théorie à la pratique. D'accord. Et du coup, la place exactement de l'entreprise contributive dans la transition écologique? L'entreprise contributive, c'est un concept d'entreprise. Alors, bien sûr, on n'a pas inventé ce concept. L'entreprise contributive existe déjà. Donc, on en a rencontré plein quand on a écrit le livre avec Céline. Puis, on s'est dit, en fait, c'est quoi le plus petit commun dénominateur des entreprises qui ont su concilier leur business avec les limites planétaires. Et puis on a découvert en fait qu'elles avaient tous le même framework, elles avaient tous le même cadre. Et déjà elles commençaient par prendre conscience des limites planétaires. Quelles sont-elles? Il y en a 9. Et donc leur objectif, c'est de déterminer un business model qui est compatible avec ces limites planétaires. Alors bien sûr, il y a des méthodes pour déjà évaluer l'impact de l'entreprise sur ces limites, pour être sûr qu'on ne les dépasse pas. Il y en a 5 qui sont dépassés, voilà. Et peut-être une 6e, parce qu'il n'a pas encore été mesuré. Qui n'a pas encore été mesuré, absolument, vous connaissez bien votre sujet. Et à commencer par le carbone, parce qu'en fait c'est celle qui est la plus facile aujourd'hui à mesurer. Donc une entreprise qui prétendrait faire du business durable en émettant trop de CO2 par rapport à ce que la planète est capable d'absorber naturellement, c'est pas durable. Donc aujourd'hui, c'est quand même un peu anachronique de constater que c'est les entreprises qui polluent le plus qui gagnent le plus d'argent. Donc, parce que précisément, les externalités négatives qui sont associées au modèle économique de la plupart des entreprises, eh bien, ne sont pas comptées en fait dans la performance de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de polluer, en fait, ça coûte rien. Voilà. Il y a des seuils, le droit humain, le droit environnemental a fixé des seuils d'intolérance, mais ils sont loin d'être à la hauteur de ce qu'ils devraient être si on voulait vraiment être dans une trajectoire de durabilité. Et donc, en fait, les scientifiques disent la même chose depuis des années. Il y a eu même un rapport en 72, Limit to Growth, qui avait déjà dénoncé ça, et puis c'était même, on le savait même encore avant. Mais notre addiction aux énergies fossiles et tout ce que ça a apporté comme confort matériel à une partie de l'humanité, pas toute, a fait qu'on a complètement été aveuglé et puis on n'a pas voulu voir la réalité en face. Parce que c'est vrai que pendant très très longtemps, bien ces changements des écosystèmes, l'érosion de la biodiversité, les changements climatiques, ça ne se percevait pas. On savait que c'était pas bien, mais il y avait une telle résilience au niveau de la planète que on n'en subissait pas trop les conséquences au quotidien. Sauf que depuis quelques années maintenant, c'est de pire en pire, et il y a quand même des populations qui souffrent des changements en cours, qui souffrent de canicules, la baisse des rendements agricoles, les incendies de forêt, enfin,
il y en a toujours eu. Sauf que là maintenant, ça augmente en fréquence et en gravité, et on sait que ce sera pire l'année prochaine, et ça sera pire l'année après, parce que hélas, il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas comme dans d'autres calamités environnementales, la possibilité d'un retour à la normale, il n'y aura pas de retour à la normale avant des siècles. La technologie ne va pas nous sauver. Ah ben, en aucun cas, la technologie va nous aider, mais il n'y aura pas de technologie magique qui va nous permettre de continuer le même modèle économique de la prédation, le même modèle économique de l'extraction, forever. Ça, c'est pas possible sur une planète qui est finie en ressources. Il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur une planète qui est finie en ressources. Donc ça, maintenant, les économistes, certains économistes, commencent à considérer qu'effectivement, c'est pas possible. Donc il faut trouver un plan B, d'un modèle moi j'appelle ça de prospérité, on appelle ça avec Céline de prospérité sans croissance de flux physique carboné, parce qu'en fait l'économie c'est la transformation de matières premières avec de l'énergie, et il n'y a pas d'activité économique sans énergie. Donc comment on arrive à faire tourner un monde avec moins d'énergie, avec beaucoup moins d'énergie, parce qu'il n'y aura pas d'énergie magique capable de remplacer les fossiles avec la même intensité, la même densité et la même quantité, et si peu cher. Donc, pour tout un tas de raisons qu'on n'aura pas le temps d'expliquer là, mais et donc comme on sait qu'on va devoir faire avec moins, même beaucoup moins de ressources, moins d'énergie, c'est comment on arrive à concilier deux mots qui sont aujourd'hui difficilement conciliables, qui est la sobriété et le bien-être. Frugalité et bien-être. Et c'est bien ça qu'il va falloir qu'on fasse. C'est-à-dire, voilà, oui, on va gagner moins d'argent, oui, on va avoir moins de possibilités de fabriquer tout et n'importe quoi. Donc, il va falloir qu'on fasse le tri, un peu comme pendant le Covid, entre l'essentiel et le non essentiel. Donc, privilégier bien sûr les ressources qui nous restent et notre droit à continuer de faire un peu de business dans ce qui est vraiment le plus important pour le bien-être humain et pour le plus grand nombre. Et puis laisser aussi à certaines populations qui n'ont pas eu la chance que nous, on a eu, nous, les Occidentaux, dans le développement de notre confort de vie matériel, parce que ça me paraît très normal que les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde puissent un jour avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, ne serait-ce que ça. Et pour que ces gens-là puissent y avoir accès, il faut que nous, on fasse aussi des efforts supplémentaires pour qu'il y ait un plus d'équité en fait dans la répartition des richesses, si on veut éviter des conflits, des tensions, des ressentiments qui sont jamais très très bons pour le maintien de la paix dans le monde. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est pas tant de trouver des solutions pour manger autrement, pour se loger autrement, pour se vêtir autrement, pour se divertir autrement, parce qu'on a quasiment toutes les solutions, c'est le temps qui nous reste. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce livre avec Céline. C'est-à-dire que les limites planétaires et la biophysique nous disent que là, on a déjà explosé un certain nombre de limites, mais il y a des seuils. Il y a des seuils, c'est-à-dire que pour le climat par exemple, si on arrêtait d'émettre du CO2, certes, le réchauffement de 1,2 degré qu'on a déjà embarqué depuis le début de l'ère industrielle, il est là, on ne peut rien y faire, mais on arrive encore à gérer à peu près. Voilà. Par contre, si on va à 1,5 degré, 2 degrés, 2,5 degrés, ça sera de plus en plus compliqué de gérer les situations climatiques associées, l'extinction totale de la biodiversité, la mort des arbres, parce que voilà. Et donc là, on rentrera dans des phénomènes d'emballement, d'effondrement, qui seront plus maîtrisables. Donc, on est dans une phase un peu critique, où on est encore sur la résilience de ces limites. On peut encore limiter les dégâts, et même, dans un certain nombre de cas, régénérer. La biodiversité, c'est possible. Le climat, ce ne sera pas possible, mais la biodiversité, c'est possible. Et donc, on a une petite dizaine d'années pour changer de modèle de société et de changer, en même temps, de modèle économique des entreprises, de modèle d'affaires. Il faut changer les deux en même temps. Par rapport à ça, le modèle d'affaires dans lequel on est, aujourd'hui, les entreprises s'inscrivent dans un modèle capitaliste, libéral. Est-ce que c'est compatible avec le modèle de l'entreprise contributive? Est-ce qu'elles doivent accepter tous les codes de cette société-là? Alors moi, je ne veux pas l'expliquer comme ça. En fait, on est plutôt dans un modèle linéaire.
C'est-à-dire, le modèle linéaire, c'est un modèle où j'extrais des matières premières que je ne paye pas, parce que la nature a produit les minéraux, le pétrole, le gaz, depuis des millions d'années, et c'est gratuit. Ce qui coûte, c'est les coûts d'extraction, les coûts de transformation, mais la matière première en tant que telle, c'est gratuit. Et le modèle qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un modèle qui consiste à les puiser dans un stock fini, soit renouvelable ou non renouvelable, renouvelable quand il s'agit de biomasse, non renouvelable quand il s'agit de métaux. Et notre modèle, il est complètement ridicule, parce qu'en fait, on fabrique des produits avec ces matières premières qui sont gratuites, on les vend, et ensuite on jette ces matières premières qui sont encore là, mais le produit est cassé, ou il n'est plus à la mode, etc. Et les chiffres d'affaires des entreprises consistent à innover, ou faire semblant d'innover, pour provoquer du réachat de produits. Donc pour ça, il faut les démoder, il faut rajouter une petite astuce technique pour faire croire que ça va changer la vie des gens. La plupart du temps, c'est pas vrai, mais ça provoque le réachat. Et puis en plus, il y a tout un système commercial, le Black Friday, Noël, etc., qui incite les gens à toujours acheter, parce que c'est l'hyperconsommation qui fait le modèle aujourd'hui. Mais ce modèle linéaire, j'extrais, je fabrique, je jette, c'est possible lorsque les ressources sont infinies, précisément. Et pas de pôles ne le sont pas. Alors, c'est vrai que la planète était très grassouillette, donc il y avait beaucoup de réserves, mais là, on arrive à un moment où on commence à arriver à la fin des réserves, donc on sait que ce n'est pas soutenable. Donc, l'idée, c'est pas d'arrêter de faire du business, parce que de toute façon, les gens sont là, il faut bien payer les salaires, il y a bien une machine économique qu'il faut continuer de faire vivre. Donc le problème, c'est pas être capitaliste ou pas capitaliste, le problème, c'est le modèle d'affaires. Nous, on dit, on peut continuer de gagner de l'argent, mais en étant un petit peu plus précautionneux de la façon dont on va consommer les ressources. Et là, le modèle qui s'impose, c'est un modèle dit perma-circulaire, on s'appuie sur le vivant, et on n'est pas sur un modèle où les données de sortie des uns ou les déchets des uns deviennent les ressources des autres, parce que ça, c'est pas bien, parce qu'en fait, les matières premières, elles se transforment, il faut les retrier, c'est beaucoup d'énergie. Non, on est plutôt sur un modèle d'usage. Et voilà, on va fabriquer des produits, les entreprises vont continuer de fabriquer des produits et continuer d'innover dans la fabrication de leurs produits. Mais là, on va leur proposer un modèle d'affaires qui est complètement différent, qui est de dire, vous n'allez plus vendre le produit, vous allez le louer à des utilisateurs potentiels qui vont l'utiliser le temps où ils ont besoin de l'utiliser, une journée, 3 mois, 6 mois, peu importe. Mais le produit reviendra ensuite à l'entreprise qui l'a fabriqué, pour que l'entreprise l'entretienne, le répare, le reforbiche, fasse en sorte que le produit dure le plus longtemps possible et gagne de l'argent par l'usage. Alors c'est quoi l'avantage? C'est qu'on va fabriquer beaucoup moins de produits. Bah oui, parce que la plupart des produits de notre quotidien, on les utilise en fait en réalité très peu. On dit souvent la voiture, une voiture, pour un particulier, c'est 96% du temps, la voiture, elle ne roule pas. Ça va être plus de location. Ça sera beaucoup plus de location, et pour tout, pour que ce soit votre appareil à raclette, votre perceuse, votre voiture, ou t'achètes pas le métro quand tu prends le métro. Tu en as l'usage. Bon voilà, ce sera ça pour l'ensemble des produits. Bon, il y aura toujours des propriétaires de ces produits, donc il y aura toujours du capitalisme quelque part. Mais on va faire baisser la pression sur les ressources, parce qu'on va essayer de faire durer les produits plus longtemps. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne pourra pas, même avec un produit qui va durer plus longtemps, lui rajouter des fonctionnalités, s'il y a besoin de lui rajouter des fonctionnalités, parce que l'innovation va continuer. Mais il faut accepter simplement de faire baisser la pression sur les ressources, parce que fabriquer un produit, c'est beaucoup d'énergie, pour aller chercher les matières premières, pour transformer les matières premières, pour ensuite transporter les produits d'un pays à l'autre, etc., etc. Et ça aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Donc cette économie de la fonctionnalité, qui existe déjà, alors dans le bouquin, on a donné plein d'exemples, sauf que ça correspond aujourd'hui à 0,1% du business mondial, il nous reste un petit peu moins de 3000 jours pour passer de 0,1% à 100%. Donc aujourd'hui, c'est quand même très peu d'entreprises. Il y a du coup des entreprises qui sont, on va dire, destructrices ou prédatrices, comme tu le dis dans ton livre. Est-ce que ces entreprises-là peuvent aussi totalement se transformer et devenir une entreprise contributive? A priori, toutes peuvent le faire. Il y en a qui partent de plus loin. Voilà, c'est ça qu'on peut le dire comme ça. Les entreprises qui sont donc écocides, prédatrices, dont le business dépend exclusivement de la vente de matières premières, qui sont en fait des vendeurs de choses qu'ils n'ont pas payées.
Donc là, ça va être rock'n'roll pour ces entreprises-là, hein, ça c'est sûr. Mais toutes les autres en ont besoin de celle-là aujourd'hui. Donc donc il va falloir, toutes les entreprises peuvent faire pivoter leur modèle d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires contributifs. Ça nécessitera de réinventer complètement la façon de créer la valeur. Ça nécessitera aussi de procéder à des renoncements. Ça nécessitera aussi de dire la vérité aux actionnaires qu'on ne va pas forcément gagner beaucoup plus d'argent dans le monde d'après, mais que finalement on va se resynchroniser à l'essentiel. Essentiel, c'est de travailler sur d'autres types d'indicateurs de la performance, qui va être le bonheur humain, le bien-être, la santé, et pas simplement de regarder les yeux rivés sur le PIB, qui est un indicateur qui n'est pas représentatif en fait du bien-être de l'humanité. Donc c'est ça, hein, le modèle d'affaires d'entreprise contributive. Il n'y a rien d'impossible. Il faut juste énormément de volonté politique, parce qu'en fait, il faut de la volonté politique pour créer les vecteurs fiscaux, les interdictions dont on va avoir besoin aussi pour accélérer la transition. Puis on a surtout besoin d'une nouvelle catégorie d'entrepreneurs contributifs, d'un leadership contributif. On en parle beaucoup dans le livre. Des gens, des nouveaux types de managers qui comprennent plus que le collaboratif est plus important que la compétition, qui sont plus humbles, qui sont sans ego et qui sont aussi conscients des enjeux de long terme. Ce type de collaborateurs, on en a très peu chez les vieux. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont été un peu déformés par le modèle du monde d'avant, mais on compte beaucoup sur les jeunes. Les jeunes, c'est quand même des vieux cons en perspective, hein. Il faut quand même pas non plus... Mais quelque part, vous avez la folie, la radicalité, qui va peut-être vous permettre de créer ce monde d'après. Et je vous conseille quand même de le créer de vous à moi, parce que si vous ne le créez pas, ça risque d'être très compliqué dans la deuxième partie de votre vie. Est-ce que ce changement provient davantage de l'impulsion, de la volonté des entrepreneurs, ou plus d'une gouvernance partagée? Bon, c'est clair que, comme disait ma grand-mère, un escalier, ça se balaye par le haut, hein. Donc, s'il n'y a pas de volonté au plus haut niveau de l'entreprise, c'est no way, hein, il ne se passera rien. Alors maintenant, il y a moyen de sensibiliser le décideur d'une nouvelle façon de manager son entreprise, de faire plus appel à l'intelligence collective de ses parties prenantes, d'avoir une posture d'écoute et d'accepter de remettre en question ses certitudes, hein. Parce que le problème, c'est que dans les écoles de commerce aujourd'hui, où les théories économistes classiques vont pas du tout dans le sens de tout ce que je viens de vous raconter. Donc il y a beaucoup de vents contraires. Les politiques n'ont pas bien compris la gravité et l'urgence de la situation, et la plupart des entrepreneurs non plus d'ailleurs. Donc le premier frein, c'est l'ignorance en fait, hein. L'ignorance, c'est pas qu'ils savent pas qu'il y a un problème climatique, tout le monde le sait, mais ils ne connaissent pas la gravité et l'urgence. Et donc vous dire comment ça va démarrer par mimétisme parce que les entreprises qui sont les plus avancées sur ce sujet, finalement, ce sont les entreprises qui vont réussir à démontrer qu'on est capable de gagner de l'argent sans détruire le vivant. Alors ça, c'est quand même pas banal. Et il y a de plus en plus de collaborateurs qui veulent aller travailler dans ces entreprises-là, des entreprises qui ont un peu plus de sens, un peu moins cyniques. Et on peut espérer que les plus talentueux aient envie d'y aller le plus vite possible. Et les entreprises qui vont retenir les talents, qui vont vouloir être attractifs, vont devoir quand même tenir d'autres discours que ce qu'elles ont tenu jusqu'à présent pour attirer les collaborateurs. Donc ça va venir de partout, ça va venir par les enfants de ces décideurs, qui leur dit « écoute papa, ça serait bien que... ou maman, mais c'est souvent papa encore, hélas, ça serait bien que tu commences à prendre en compte ces sujets-là pour de vrai, et pas à faire semblant comme tu fais aujourd'hui. » Et ça viendra par les jeunes collaborateurs qui se rendent compte que si on continue comme ça va à la catastrophe, et c'est déjà mal parti. Et puis ça viendra aussi peut-être par la société civile dans son ensemble, qui, avec sa carte bleue, décideront aussi d'acheter d'autres produits et de renoncer à continuer d'acheter des produits qui sont écocides, parce qu'en fait, le marché peut être aussi un levier pour la transformation, même si ça ne sera pas le seul levier, mais ça peut être un levier. Donc bon, on verra bien ce qu'il faut. Moi, j'ai la certitude de se tromper a jamais empêché les gens de faire des pronostics, hein. Mais je me dis que s'il ne se passe pas quelque chose entre maintenant et 2030, ce sera trop tard de toute manière.
Donc c'est maintenant ou jamais. Je ne fais que répéter ce que disent les scientifiques. Là, je ne veux pas faire ma Greta Thunberg à 50 ans, là, mais c'est elle qui a raison de toute manière. Donc il faut écouter les scientifiques. Ils nous disent la même chose depuis 50 ans quand même. Hein. Sauf que maintenant on a tellement perdu de temps que le temps presse et qu'il est urgent d'agir. Et c'est pour ça qu'on en parle ici calmement. Et que je vous remercie d'utiliser ce type de discours parce qu'il faut le marteler partout. Il faut qu'il soit entendu, il faut que les gens aient envie de se former, il faut leur dire que c'est possible de produire de la valeur autrement, et voilà. Alors du coup, le temps presse, et par rapport à ça, justement, le processus de transformation du modèle d'affaires, combien de temps ça prend pour une entreprise ? C'est très variable suivant la taille de l'entreprise. Moi, je suis dans un très grand groupe avec beaucoup de filiales. Forcément, on ne bouge pas un corps social de 130 000 personnes comme on peut toucher une PME de quelques dizaines de personnes. Donc, il n'y a pas de réponse. Voilà, comme Francis Bouygues disait, on ne fait pas mûrir une tomate avec un chalumeau. Hein. Voilà, il faut aller le plus vite possible. C'est pas à nous de décider du temps qu'il faut, parce qu'en fait, il y a une horloge qui est l'horloge des limites planétaires, qui nous dit pour le climat, 1,5 degré, il reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre. Au rythme actuel, on aura bouffé ces 400 gigatonnes en un peu plus de 7 ans, alors qu'on devrait tenir avec ce stock jusqu'en 2100. Donc, il reste 7 ans, que vous soyez une grosse entreprise ou une petite entreprise. Donc, c'est pas nous qui devons définir le temps qu'il nous faut pour changer, c'est à nous de nous adapter aux limites planétaires. Mais du coup, est-ce qu'il faut accepter une transition lente parfois avec Il ne faut pas accepter une transition lente, donc je dis on n'a pas le temps. Il faut accélérer très très fort, il faut accepter de la radicalité, il faut accepter de la rupture. C'est pas, on n'est plus dans le continuous improvement, on n'est pas dans le kaizen japonais, l'amélioration par petits pas. On va avoir besoin de ruptures, mais vraiment des vraies ruptures. Alors, bon, ça peut faire peur, c'est vrai, mais vu l'ampleur de ce qu'il faut faire pour se resynchroniser, je peux vous dire que c'est pas simplement en éteignant la lumière des chiottes et en pissant sous la douche que ça va suffire. Hein. Il va falloir des changements plus profonds que ça, dans nos modes de consommation, dans nos modes de vie, la façon de consommer les produits de première nécessité, etc. Oui, on va manger moins de viande, oui, on va devoir changer nos habitudes de vie. Ça, c'est au niveau de l'individu, mais au niveau des entreprises, c'est pareil. Il va falloir passer à une approche de fonctionnalité. Et passer à une approche de fonctionnalité, ça veut dire tout réinventer, le mode de production, fabriquer des produits qui vont durer plus longtemps, ça veut dire changer le mode de commercialisation, ça veut dire changer probablement une grande partie de sa supply chain. Donc il faut tout changer. C'est une économie de guerre. Hein. Macron disait quand on a eu le Covid qu'on était rentré en guerre contre le virus, mais c'était une gentille guerre. Là, on va rentrer véritablement dans une économie qui va être transformatrice. Mais à la fin de la bataille, à la fin de la transformation, on peut espérer qu'on va pouvoir démontrer qu'il peut y avoir corrélation entre sobriété, frugalité et bonheur, parce que c'est quand même le but de la vie quand on arrive sur Terre, c'est quand même d'être heureux. Alors, justement, comment engager le plus d'entreprises possible ? Est-ce qu'il vaut mieux jouer sur les peurs, les risques, à ne pas entrer dans un virage, dans ce virage-là de la transition écologique, ou plutôt sur les opportunités à le faire ? C'est clairement les opportunités, parce qu'en fait la peur est un mauvais driver du changement. Hein. Donc faire peur, le bâton, ça peut servir, ça aide à se transformer, mais c'est pas ultra fun, il faut reconnaître. Donc non, il vaut mieux parler d'opportunités, parce que l'entreprise n'est pas obligée de durer. Il n'y a rien qui l'oblige à durer. Pour une entreprise, sa vocation, c'est de, si possible, pérenniser son activité. Et pour ça, il faut qu'elle puisse être profitable un minimum. Mais il n'y a rien d'obligatoire à ce qu'elle continue de vivre. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire aux collaborateurs que cette transformation dont on vient de parler,
eh bien, elle peut être bien perçue par les gens qui vont la mettre en œuvre, parce que c'est ultra fun d'avoir un travail qui a du sens. C'est-à-dire que moi, je préfère travailler dans une entreprise qui est en train de se transformer pour aller vers le respect du bien commun, la prise en compte du vivant. Quand tu te lèves le matin, tu es un peu plus motivé que quand tu sais que tu rentres dans une entreprise dont tu sais pertinemment qu'elle fabrique des produits qui sont écocides et qui vont à l'encontre du bien commun. Donc c'est une question aussi de fun au travail et d'avoir du sens, d'avoir un pourquoi fort. Eh bien, les entreprises qui ne sauront pas définir une raison d'être centrée sur les limites planétaires, eh bien, risquent de démotiver in fine leurs collaborateurs, parce que aller travailler tous les matins dans des entreprises écocides, c'est pas fun. Merci Fabrice Bonifay. Merci à vous. D'avoir participé à notre émission L'entreprise après et d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Bon courage.